On va commencer, les retardataires nous rejoindront. Donc j'espère que vous m'entendez tous. Donc bonjour à tous, donc bienvenue pour la troisième journée des rencontres régionales de la méthanisation. Comme on a pu le voir, c'est une filière en pleine expansion, avec beaucoup de projets de méthanisation qui voient le jour sur notre territoire. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'externalité de cette production d'énergie renouvelable vis-à-vis de la mobilité. Donc on va aborder le terme de la mobilité gaz, hein, donc avec le GNV et le bio-GNV. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir Luc Budin, si Luc tu peux nous faire un petit coucou, qui est donc responsable mobilité sur donc GNV chez GRDF. Ensuite, une fois que Luc va nous avoir fait vraiment un panorama de qu'est-ce que la mobilité gaz et où on en est aujourd'hui, on va passer la parole à Mathieu Deschamps, qui est un exploitant agricole qui est méthaniseur et ensuite porteur de projet d'unité de méthanisation et qui a également le souhait de développer la mobilité verte au gaz naturel à travers un projet de station GNV et bio-GNV. Merci Mathieu. Ensuite, on aura l'intervention de Frédéric Pigassou, qui est président du groupe G7, hein, qui est un transporteur très actif sur la région normande, basé dans l'agglomération rouennaise, et qui a déjà une visibilité certaine au niveau de la mobilité gaz, puisqu'il a une flotte de véhicules fonctionnant au gaz depuis plusieurs années, et donc qui nous fera part de son expérience. Et enfin, nous aurons l'intervention de M. Besnéard, qui est responsable de la mobilité pour la communauté urbaine de Caen-la-Mer, qui a fait un choix fort puisqu'ils ont décidé de passer l'ensemble de leur flotte de bus, donc c'est-à-dire plus de 200 bus, au GNV de façon progressive sur les prochaines années. Et donc, nous terminerons avec M. Besnéard. Donc, dans un premier temps, je vais passer la parole à Luc. Et peut-être, Luc, en préambule de ton intervention, nous allons mettre un petit film pour planter le décor, en gros, de qu'est-ce que la mobilité au gaz. Donc, je vais partager mon écran. Je vous demande un tout petit instant. Alors. Hop. J'espère que vous entendez bien le son. On voit pas ton écran, Arnaud. Ah, bon, désolé. Et je vais faire le partage, t'inquiète pas. Tu fais le partage, du coup? Bon, je te remercie. Bonjour, je vais vous parler d'une solution pour une mobilité durable. Voilà, ça, c'est ma ville. Et ça, c'est un bus. Vous entendez? Je sais, il est assez discret puisqu'il fait 2 fois moins de bruit que les autres bus. Mais surtout, il est beaucoup plus respectueux de l'environnement. C'est grâce à un carburant beaucoup moins connu que l'essence ou le diesel, beaucoup moins cher aussi, qui offre la même autonomie et surtout qui est beaucoup moins polluant. Ce carburant, c'est le bio-GNV, du biogaz naturel véhicule. C'est le même gaz que celui qu'on utilise pour se chauffer, prendre une douche bien chaude ou cuire des aliments qu'on emploie ici comme carburant. Il offre beaucoup d'avantages et peu de contraintes.
Avant tout, il faut bien sûr un véhicule adapté, comme ce camion de transport de marchandises qui parcourt la France. Vu de l'extérieur, il n'est pas très différent de tous les autres camions et il permet de faire les mêmes trajets. Pour lui, le bio-GNV c'est une bonne chose, puisqu'il rejette jusqu'à 50% de NOx et 95% de particules fines en moins que la norme antipollution Euro 6. Il va donc pouvoir rouler partout, y compris dans les zones à faible émission. Grâce à ça, on respire mieux en ville. Et en plus, il rejette 80% de CO2 en moins que le diesel. Et ça, c'est bon pour la planète. Parce que le bio-GNV, c'est un gaz vert issu de la méthanisation. Il est obtenu par la fermentation de déchets organiques collectés localement qui sont amenés puis chauffés dans une grande installation, comme celle-ci, qu'on appelle un méthaniseur. Au bout d'un certain temps, on obtient un gaz qui va être ensuite purifié, odorisé, puis injecté dans le réseau local et qu'on appelle le biométhane. Il peut alors être utilisé comme un carburant pour tous les véhicules adaptés. Ça, c'est de l'économie circulaire. Pas d'odeur, pas de fumée, des moteurs 2 fois plus silencieux que les moteurs diesel, comme 95% des bennes à ordures parisiennes. Ou cette camionnette de livraison, c'est quand même bien plus agréable pour les riverains. Ah, j'oubliais, avec un avantage important. Le coût du bio-GNV à la pompe est en moyenne inférieur de 40% à celui de l'essence et de 20% à celui du diesel. Aujourd'hui, toutes les collectivités locales cherchent à réduire leur impact environnemental et à se conformer aux nouvelles exigences réglementaires. Le bio-GNV, c'est la solution immédiatement disponible pour une mobilité durable. Plus de 28 millions de véhicules gaz circulent déjà dans le monde. Et quand en plus on sait que le nombre de stations implantées en France ne cesse de grandir, le bio-GNV, on aurait tort de ne pas se lancer. Juste pour poursuivre avec Luc, en amont, je vais juste vous demander si c'est possible à ceux qui n'interviennent pas de couper leur micro. Il y aura une séance de questions après chaque intervenant. Et puis, pour information, ce webinaire est enregistré. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas justement que leur visage apparaisse, n'hésitez pas à désactiver votre caméra. Donc Luc, on a déjà vu un petit préambule avec cette vidéo. Est-ce que tu peux nous faire un éclaircissement de ce qu'on appelle déjà le GNV et puis voir un petit peu où on en est en Normandie? Oui, bonjour à tous. Donc Luc Budin, je suis ravi d'être avec vous. Mon travail, ma mission et mon entreprise qui est GRDF m'amène à bien connaître le domaine du GNV puisque je suis responsable d'une équipe qui est une équipe d'experts qui travaille sur les solutions durables et entre autres sur la mobilité au GNV. Et je vais vous présenter en quoi le bio-GNV est une alternative écologique et économique aux carburants fossiles. Alors, je vais commencer par une première chose, c'est qu'est-ce que le bio-GNV? On en parle, on voit qu'il y a bien le mot bio, il y a le GNV. Commençons par le GNV. Le GNV, c'est le gaz naturel véhicule. Il comprend deux carburants. Le carburant, le GNC, le gaz naturel compressé, comprimé, qui est un gaz, le méthane, celui qui est distribué couramment pour chauffer les habitations, les ménages, les entreprises, les collectivités. C'est le même. On le comprime à 200 bars et on peut ensuite le stocker dans des réservoirs comme le montre la photo verte, réservoirs qui sont là dans le cas présent un réservoir de camions importeurs qui remplace le réservoir de gasoil couramment connu. Et donc, ce gaz comprimé à 200 bars va être utilisé comme carburant. Il existe aussi le GNL, gaz naturel, mais à l'état liquide. C'est du gaz, c'est le même gaz. Par contre, lui, pour fonctionner, il faut qu'il soit refroidi à moins 160 degrés. Il a cet avantage de prendre moins d'espace et du coup, quand le GNC est plutôt privilégié pour les véhicules utilitaires légers, les camions, les bus, les cars, lui, il va être adapté à des camions qui vont faire de la longue distance, des barges ou encore des navires qui vont devoir stocker pendant longtemps de grandes quantités de gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que
GNV, ça n'a rien à voir avec le GPL. Le GPL, qui est un gaz de pétrole liquéfié, en réalité un mélange majoritairement de propane et de butane, ça n'est pas du tout le même gaz, et c'est surtout un gaz qui n'a pas la même densité. Le GPL va être un gaz lourd, c'est pour ça qu'on a quelques restrictions de parking, par exemple, ce qui n'est pas le cas du tout du GNV, qui est un gaz qui est plus léger que l'air, qui va donc monter. S'il y a une fuite, il est moins risqué, en tout cas, il ne permet pas il évite de se stocker. Alors, le GNV, il a deux formes, et il a deux formes, deux schémas d'approvisionnement. Le GNC, donc le gaz naturel comprimé, mais lui, on le prend directement dans le réseau de gaz, celui qui dessert 9500 communes en France. On le prend et on va le compresser. C'est-à-dire que quand on va le prendre dans ce réseau, il est entre 4 et 60 bars en pression. On va le recomprimer pour arriver à 200 bars et le mettre dans les réservoirs des camions, des bus, des véhicules utilitaires ou des véhicules légers pour qu'ils servent de carburant. Le GNL, lui, il arrive à l'état liquide. Il arrive déjà à l'état liquide en France, généralement par les ports de GNL. Il y en a 3 en France, de ports méthaniers. On parle de ports méthaniers à Montoire de Bretagne, à Fos-sur-Maine, à Dunkerque. Il arrive liquide. Il est ensuite transporté liquide par des camions. Il est stocké liquide et il est mis dans les camions également d'une façon liquide. Bon, l'inconvénient de ce gaz, on a vu des avantages tout à l'heure, un des inconvénients, c'est qu'il rajoute des camions sur la route, bien entendu. Mais néanmoins, c'est le même gaz au final. Mais c'est quoi la différence entre le GNV et le bio-GNV? Alors, vous l'avez déjà vu par les premières conférences, les webinaires qui ont eu lieu sur l'état des lieux de la filière méthanisation. Il y a une filière méthanisation qui va produire du biométhane. C'est ce que vous voyez à droite. C'est ce que Mathieu Deschamps va nous présenter tout à l'heure, son projet. Et puis, on a l'approvisionnement en France de méthane. L'approvisionnement en France de méthane, il se fait principalement par la Norvège, qui nous assure 42% des approvisionnements. Ça vient par pipeline. Il y a la Russie, les Pays-Bas, l'Algérie et encore un certain nombre d'autres pays. L'enjeu du biométhane, c'est l'enjeu d'une production de gaz vert locale. Et cet enjeu, il a été bien compris par le gouvernement qui a dessiné un projet pour une ambition pour la mobilité en France. Et donc, en avril dernier, la France, le gouvernement a émis le PPE, le Programme pluriannuel de l'énergie. Et dans ce programme pluriannuel, il trace la courbe, l'ambition que se donne la France pour le transport en 2023, en 2028 et jusqu'en 2050. Si je vous parle de ça, c'est que dans le slide dans ce slide et en haut à gauche, là, il y a un schéma avec une courbe des potentiels des véhicules bio-GNV à 2023, à 2028. C'est la deuxième colonne bleue et la troisième. Et on voit que cette courbe qui monte fort, elle est toujours en dessous de ces capacités de production qui sont représentées en bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la PPE, qui dit et qui se projette en 2003 avec une multiplication du nombre de véhicules au GNC multiplié par 2,5 et en 2028 par 6, c'est-à-dire qu'en 2028, on serait à 20% de la part de marché des poids lourds qui seraient au gaz, qui rouleraient au gaz, eh bien, même dans ces hypothèses très larges et très ambitieuses, eh bien, la capacité de produire du biogaz, du bio-GNV, elle est supérieure à notre besoin en France. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les véhicules au gaz en France peuvent circuler avec la production que l'on va faire, que l'on produit en France. C'est intéressant aussi de se dire, mais pourquoi circuler avec du bio-GNC? Le bio-GNC a un intérêt en France parce qu'il est peu émetteur de carbone. Son empreinte carbone moyenne est faible. On va le voir au travers ce graphique. Ce graphique, c'est un graphique qui a été élaboré par
Carbone 4. Carbone 4, c'est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les stratégies bas carbone. Il a été fondé en 2007 par Jean-Marc Jancovici, que certains connaissent, et Alain Grandjean. Et ils ont étudié et ils se sont projetés en 2030. Ils sont projetés en 2030 pour voir comment, le plus logiquement possible, il faut que l'on roule en tracteur, en poids lourd, en France, pour avoir une empreinte carbone faible. Et dans ce graphique, on voit plusieurs choses. Sur la quatrième colonne, qui est les MHEV bio-GNC, bon, ça nécessite peut-être une petite explication. MHEV, ça veut dire Middle Hybrid Electric Vehicle. Ce sont des véhicules électriques avec une hybridation légère. Effectivement, c'est la première conclusion à laquelle ils sont arrivés. Si on veut être économe en énergie, il faut pouvoir hybrider nos véhicules pour récupérer l'énergie à la décélération. C'est ce qu'on appelle les Middle Hybrid Electric Vehicle. Il y a aussi les VHR, les véhicules hybrides rechargeables, comme vous connaissez, avec une prise électrique. Les VEH, les véhicules électriques à hydrogène, et puis les VEB, les véhicules à batterie. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la colonne de gauche, c'est le repère, c'est les véhicules de demain qui pourraient être encore diesel et avec une hybridation légère. Ils émettent 903 grammes de carbone au kilomètre. Quand dans la quatrième colonne, on voit que le bio-GNC en émet 158. On voit aussi, si on regarde la cinquième colonne, que des véhicules électriques en émettront 160. Des véhicules hydrogène en émettront 306. Et vous voyez la dernière colonne, des véhicules hydrogène de l'Union européenne en émettront 961. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la solution de véhicules poids lourds bio-GNC est la plus respectueuse de l'environnement, la plus pertinente. Ça veut dire que l'électricité sera bien placée. Ça veut dire qu'il y aura un mix électrique et un mix de carburant. Mais on voit que l'hydrogène qui est beaucoup vanté n'est pas si vertueux que ça. Même s'il est bien placé et vertueux en France, si on le compare à l'Union européenne, on se dit, mince, ça émet 3 fois plus en Union européenne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en France, l'hydrogène sera produit par de l'énergie et l'énergie qu'on utilisera sera principalement nucléaire en France, ce qui est moins vrai en Union européenne. Et du coup, l'empreinte carbone des véhicules hydrogène qui rouleraient en Europe serait moins bonne. Je vous invite, si ça vous intéresse, il y a des dizaines de graphes qu'a fait Carbone 4. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper Carbone 4 sur Internet. Vous trouverez leur rapport. C'est vraiment très, très intéressant. Et c'est libre d'accès. Demain, il y aura donc un mix à construire, un mix énergétique à construire pour la mobilité. Et le bio-GNC, on le voit, c'est une très bonne solution. C'est une bonne solution, Luc. Oui, c'est une bonne solution écologique, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages au GNV? Oui, il y a d'autres avantages au GNV. Je te remercie de poser la question. Il y a d'autres avantages. En premier lieu, on l'a vu dans la vidéo, c'est que ça coûte peu cher. Enfin, en tout cas, ça coûte moins cher que du gasoil. On sait aussi que ça émet moins d'oxyde de carbone, d'oxyde d'azote, que ça émet moins de bruit et que, au final, c'est une solution qui est particulièrement adaptée en ville. Et ça, je laisserai Frédéric Picassou en parler, puisque lui, il a cette expérience, tout comme Benoît Vesnard pour Caen-la-Mer. Alors, ce carburant, il est apprécié des professionnels, il est de plus en plus apprécié. Et la preuve, c'est que 25% des bus qui sont aujourd'hui commandés en France, ce sont des bus qui vont rouler au gaz. Les bennes ordures, c'est 22%. Les poids lourds, ce n'est que 4%. Aujourd'hui, ce n'est que 4%, mais on était à presque zéro il y a encore 5 ans. Il faut savoir que la PPE, elle projette 21% de part de marché de ces poids lourds en 2028, et en 2050, les projections les amènent à 60% de véhicules qui rouleront au gaz, 30 en élec et 10 en hydrogène. On l'a dit, c'est moins cher.
il y a néanmoins un surcoût à l'achat du véhicule. On va voir exactement à combien il s'élève dans quelques slides. Et il faut quand même parler de l'autonomie. L'autonomie est plus faible, mais elle monte jusqu'à 1000 km pour des véhicules qui sont au GNC. Alors, si je peux me permettre de vous couper, oui. On a établi un record avec Iveco, avec un porteur 19 tonnes qu'on utilise aujourd'hui tous les jours pour faire de la distribution en campagne, en ville et en campagne, où on a parcouru sans faire le plein dans un véhicule qui a pu commercialisé 1650 km entre Saint-Étienne-du-Rouvray et Modène. Votre slide est faux. Je suis désolé. Ah, c'est très très bien. Je préfère annoncer 1000 que 1600. Ça pourrait décevoir, mais effectivement, on peut aller loin. C'est une question d'aménagement. Et Frédéric en parlera peut-être après. C'est une question d'aménagement. Plus on rajoute de bouteilles de gaz et plus on peut aller loin, effectivement. Et il y a aussi une notion de conduite, mais ça, je laisserai M. Pigassou en parler. On parle de coût. Il faut savoir qu'il y a quand même un surcoût aujourd'hui à l'achat d'un véhicule au gaz. Quand on est dans des véhicules légers, le surcoût est faible, 1 kg, 1000 €. C'est à peu près le même ordre d'idée pour des véhicules utilitaires. En revanche, en poids lourd, on est tout de suite à 20%, 20-25% supérieur, comme en benne à ordures ménagères ou encore en bus. C'est-à-dire que ces véhicules sont plus chers. Néanmoins, si on compare à des véhicules électriques, et notamment les bus électriques, c'est en bas à droite, le pavé gris, on voit qu'un véhicule électrique, c'est plutôt 500 000 € et un véhicule hydrogène, un bus hydrogène, c'est 700 000 €. Alors, c'est plus cher, c'est quand même à relativiser vis-à-vis d'autres offres qui sont les offres alternatives qu'on a vues tout à l'heure. Le carburant, il revient moins cher, on y reviendra tout à l'heure. À noter que la maintenance est estimée plus chère, et notamment liée au fait que ça soit techniquement plus pointu et qu'il y a un peu moins aujourd'hui de maintenance au gaz. Luc, au niveau de la consommation, il y a une question. On est sur le même ordre de consommation qu'un véhicule diesel, ou alors c'est peut-être plus M. Pigassou qui peut répondre à cette question. Alors, ouais, je peux vous apporter une réponse. Sur tout ce qui est véhicule utilitaire léger, on est sur des consommations qui sont complètement ISO à un véhicule gasoil. On a pu constater que sur des poids lourds, à partir du moment où on transporte de la marchandise légère, on est sur une consommation qui est ISO à un véhicule diesel. Par contre, dès qu'on commence à attaquer des marchandises qui sont relativement lourdes, type véhicule frigo où on transporte du surgelé ou des marchandises ultra lourdes dans nos véhicules, on a une baisse de consommation, alors qui n'est pas l'ordre du délire, hein, mais on est sur quasiment 5% de baisse versus diesel. Même véhicule, même tonnage, même charge, on est sur du très lourd. À charge pleine, sur un 19 tonnes par exemple, on va être 5% moins gourmand sur un véhicule GNC, ou GNC, peu importe d'ailleurs, sur un véhicule GNC qu'un véhicule diesel. Ok. On peut peut-être juste préciser moins gourmand. On parle d'équivalence, c'est-à-dire 1 kg de gaz pour 1 litre de gasoil. Donc, concrètement, un poids lourd qui consommerait 33 litres de gasoil au 100, ça serait un équivalent de 30 kg de gaz au 100 km. Autre avantage, pour rebondir à ta question, le GNV et le bio-GNV en particulier, c'est une filière qui va générer des emplois en France, en économie circulaire, des emplois non délocalisables. Alors, Mathieu nous en parlera de la production du biométhane. Ce sont des installations, qu'elles soient agricoles ou pas, elles sont génératrices d'emplois en France et sur le lieu de travail. Mais il y a aussi la distribution du biogaz qui est aussi facteur de création d'emplois. Et puis la fabrication de véhicules. Et pour ça, on est bien placé en Normandie, puisqu'on a à Blainville-sur-Orne
l'usine Renault Trucks, qui est elle-même c'est l'usine qui crée et qui assemble et qui construit les porteurs GNV de Volvo et de Renault. Donc, dans ces emplois-là, il y a une partie de ces emplois qui sont plus que locaux en France, qui sont locaux en Normandie. Parlons véhicules et parlons surtout projection. Dans ce slide et à gauche, on voit l'évolution constante et régulière de la montée en puissance des voitures au GNV. La colonne un petit peu isolée au milieu, 2023, c'est l'objectif que donne la PPE sur ce nombre de véhicules au gaz. Et vous voyez que la montée en puissance est forte. Petite remarque, vous voyez que le fond vert un peu plus vert bouteille en bas qui correspond au bus et car, vous voyez, elle augmente moins vite. Elle augmente moins vite, on est à 4000, on sera à 4900 en 2023, à 7500. Tout simplement, c'est parce que la part de marché est déjà élevée et à un moment, on arrivera à un équilibre dans le marché et ce sont un nombre on va dire, relativement limité de bus et de cars comparé aux poids lourds qui peuvent circuler en France. En revanche, l'attente pour 2023 comme pour 2028, c'est sur les poids lourds où on s'attend à un très très gros développement du GNV. Automatiquement, il faudra qu'on parle station. S'il y a plus de poids lourds, s'il y a plus de cars, de bus, de véhicules utilitaires et de véhicules légers, il faudra plus de stations. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe depuis des années, c'est ce qui continue à se faire. Je vous projette une petite carte qui date déjà un peu, il faudrait déjà la réactualiser tellement ça va vite. C'est à la fois dans les ronds où on voit les stations en vert qui existent, en bleu qui sont privatives et en vert qui sont publiques. Les ronds avec les petits bonhommes qui chargent de la terre, là, ce sont les projets. En bleu, les projets qui sont les plus matures. En orange, des projets qui sont un peu plus long terme. Alors, parfois, vous pouvez trouver qu'on ne voit pas je pense à Beuzeville, on ne voit pas des stations qui existent, c'est juste qu'elles sont cachées par les autres petits ronds qui viennent au-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des projets. Il y a des projets de plus en plus nombreux qui maillent le terrain. Et ça tombe bien parce que c'est quand même le but, c'est de pouvoir circuler librement avec le GNV et pas simplement autour d'une station. Et on a réfléchi pour ça, on a réfléchi pour accompagner les collectivités et les porteurs de projets sur ces zones les plus propices à installer ces stations, ces zones à opportunité. On est parti de cette réflexion de la PPE à 2028 qui dit qu'il y aura 21% de poids lourds qui rouleront au gaz. Et on a regardé ces zones qui seraient éligibles pour monter des stations publiques pour desservir du GNC ou du bio-GNV sur ces stations. Et pour ça, il a fallu cartographier les zones les plus facilement éligibles, c'est-à-dire où il y a un réseau qui permettrait. On a regardé aussi les stations qui aujourd'hui existent et qui pourraient accueillir le bio-GNV. Elles sont nombreuses. Il y en a néanmoins un certain nombre qui ne le seront pas, par exemple, quand elles ne sont pas desservies par le gaz, mais elles sont plus nombreuses à pouvoir être desservies et être alimentées en bio-GNV que non alimentées. Et puis, on a regardé là où l'opportunité est la plus forte. Et dans cette carte, sans rentrer trop dans le détail, mais les couleurs vont vite parler, quand on a des couleurs rouges, eh bien, c'est les zones qui sont où l'opportunité d'installer des stations est la plus forte. Ensuite, on aura le orange, où ça reste une zone très intéressante, le vert, qui est toujours intéressant, et dans une moindre mesure, des clusters un peu plus faibles en bleu. Mais on voit qu'on maille le terrain et qu'on peut très logiquement développer une densification des stations qui vont distribuer du bio-GNV au cours des années qui vont venir. Alors, je crois que cette étude, elle a été réalisée avec aussi les différentes entreprises de transport et où sont situées les cartes grises, sans prendre en plus le trafic, le flux des camions
qui pourraient s'avitailler au cours de leur déplacement. Hein. C'est bien ça, Luc? Tout à fait. Elle s'est effectivement, cette cartographie, elle s'est mise en parallèle de la faisabilité et la faisabilité réelle avec effectivement les véhicules qui vont circuler et qui seront basés sur ces zones-là en Normandie. Si vous voulez plus d'informations, là, je vous invite à nous contacter parce que ça mérite d'être creusé, mais il faut un peu plus de temps. Tu parlais de camions, d'offres véhicules Oui, l'offre véhicule, elle couvre toute la palette des véhicules que l'on pourrait avoir, dont on a besoin globalement. Frédéric Picassou en parlera des différents types de véhicules qu'il peut y avoir. On peut juste noter pour ceux qui connaissent un petit peu les marques qu'il y a une grosse présence d'Iveco, par exemple, comme de Scania, de Volvo, de Renault. Certains ne sont pas spécialement présents. On a aussi Mercedes, mais d'autres transporteurs ne sont pas présents. Eh bien, il y a un développement qui n'est pas forcément uniforme dans tous les constructeurs, il faut le savoir. Iveco, Scania, Volvo, Renault et Mercedes ont un peu plus d'avance parce qu'ils ont développé cette gamme-là plus tôt. Iveco en particulier en Italie. Et puis chez les bus, il y a aussi pas mal de constructeurs et de plus en plus, on parle même de rétrofitage. Vous voyez que les tracteurs peuvent faire jusqu'à 1000 km, on peut aller jusqu'à 1600 effectivement. Bravo pour ce record. Il y a surtout une montée en puissance, et là quand je dis puissance, c'est vraiment la puissance des véhicules. Pendant longtemps, les camions étaient limités en termes de motorisation et maintenant on monte jusqu'à 460 chevaux, ce qui est vraiment intéressant quand on a besoin de puissance et puis que l'on veut transporter du lourd, comme disait Frédéric Picassou. Alors, comment fait-on le plein? C'est la fin et je vais être assez rapide parce que finalement, Mathieu Besnéard va en parler concrètement sur sa station de Caen-la-Mer. Et Mathieu pourra en parler, et Frédéric pourra aussi en parler. Mais un plein de bio-GNV, ça se passe un petit peu comme un plein qu'on pourrait faire d'essence ou de gasoil. C'est-à-dire que c'est une station qui, en apparence, ressemble à une station de carburant classique avec un pistolet, avec une borne, et on branche ce pistolet sur le camion et on fait le plein en quelques minutes pour un véhicule léger, en 10 minutes, un quart d'heure pour un véhicule lourd. Et ça, bien sûr, en fonction de la pression, mais surtout de la capacité qu'a le camion à prendre du gaz. Ça, c'est la charge rapide, c'est la plus classique, c'est la plus commune. Ça se fait à 200 bars. Et puis, il y a ce qu'on appelle la charge lente, qu'on retrouve principalement sur les stations urbaines avec des bus. C'est des stations qui proposent une recharge sur une plage horaire plus longue, c'est-à-dire 4-5 heures, qui va permettre d'éviter les hauts-le-pied, les détours et les temps d'attente pour les chauffeurs. Et ce plein va se faire progressivement au cours du temps pour atteindre les 200 bars dans le réservoir, ce qui fait que le chauffeur, quand il va reprendre son camion après avoir laissé au parking, et ben, il reprend son camion plein, il fait sa tournée, il revient au même endroit et ainsi de suite tous les jours. Et je vais finir. Ouais, il y avait une petite question sur les véhicules, je t'interromps, notamment sur le rétrofit des véhicules utilitaires ou des poids lourds. Est-ce que c'est une solution pertinente? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience? Est-ce que tu as des éléments sur… Alors, le rétrofitage des poids lourds, ce n'est pas une pratique qui est courante en France. Donc, le retour d'expérience, il est vraiment partiel et occasionnel. On est de plus en plus sur du rétrofitage de bus et de cars. Il y a une étude qui est menée. Ça se fait, c'est possible. Le rétrofitage des véhicules utilitaires et particuliers est plus classique et plus fréquent. Mais on sent qu'il y a un marché qui croît. Les Italiens, notamment, sont en avance et commencent à développer de façon industrielle le rétrofitage. Et je crois que Renault aussi, dans son futur plan d'action, Renault Lution,
va implanter effectivement à Flins un site de rétrofitage pour faire profiter effectivement à ses clients de la possibilité de rétrofiter des véhicules utilitaires Renault. Donc ça Il y sera a basé également, si je peux me permettre, la société Faral, qui est basée à Laval, on a échangé avec eux hier justement, qui propose du rétrofitage sur des véhicules de type minibus. D'accord. Avec Tout à fait. peu, voire pas de retour d'expérience aujourd'hui. Tout à fait. Merci pour ces compléments. Quel investissement faut-il prévoir pour une station? Une station pour 60 à 80 véhicules utilitaires ou légers, 250 000 € environ. Bien sûr, si vous voulez des terminaux de paiement ou des choses un petit peu plus complexes, l'addition peut s'élever ou inversement baisser si on veut des choses très simples. Quand on est en station publique, là, il faut y compter plutôt 1 million, voire 1,5 million en fonction du nombre de pistes et de la capacité ou de la redondance des compresseurs. La solution de la station lente, qui est plutôt à orienter dès qu'on a une flotte de 20-25 bus en particulier, c'est de l'ordre de 25 000 € par véhicule ou par perche. Pour finir, combien ça coûte ce bio GNV? Eh bien, quand on a un gasoil qui est 1 € hors taxe, on est à 70 centimes environ sur du GNV. Et si on veut du bio GNV, il faut rajouter entre 6 centimes et 12 centimes du kilo. Vous voyez que la composition du prix, elle se fait en fonction notamment du prix de la molécule. Le prix de la molécule qui est relativement stable, c'est à souligner, ce qui permet de regarder les perspectives de prix du bio-GNV et du GNV de façon assez sereine. Voilà pour moi. Donc on est bien d'accord que le bio-GNV, on ne tire pas un réseau parallèle au réseau existant. Le réseau accueille du gaz renouvelable et ensuite, si la station est positionnée assez loin d'une unité de méthanisation, c'est les garanties d'origine qui font foi, comme quoi on fait le plein en bio-GNV. Et ça permet justement de faire une transition avec le projet de Mathieu Deschamps, qui est producteur de biogaz, hein, qui va bientôt injecter aussi du gaz vert dans les réseaux, puisque son installation devrait injecter en avril ou mai, plutôt mai, je crois. Et donc qui a d'autres projets. Tu peux te présenter, Mathieu. On va te passer les slides, présenter ta société et puis ton projet. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis agriculteur en Seine-Maritime, près du Sto. Donc nous, la méthanisation, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a déjà quelques temps, parce que la première unité, on l'a installée en 2011. La volonté, c'était au départ d'avoir une diversification de notre activité et puis de traiter nos effluents d'élevage, les producteurs de porc. Donc, on a 5 associés sur la société. Par la suite, donc la station, l'unité de méta, elle a évolué au fur et à mesure. Hein. C'est vrai qu'on a commencé en tant qu'activité annexe. Et puis, au fur et à mesure, c'est une activité qui a pris de plus en plus de place. On a augmenté les puissances, la production par rapport à notre positionnement sur la région et surtout sur la collecte des déchets, que ce soit d'industrie agroalimentaire ou de matières de restauration ou autre. Je ne sais pas s'il y a les slides. Bon, après c'est pas très important. Que vous les voyez, Moi, je les vois pas, mais c'est pas très grave. On les voit pas. Pour les slides, ils résument un petit peu ce que je suis en train Pauline, de dire. est-ce qu'on voit les slides, s'il te plaît? Non, mais je vais les repartager de mon PC, t'inquiète pas. Ok, merci. Donc, nous, l'unité aujourd'hui, c'est une unité de méthanisation donc en cogénération, donc production d'électricité et de chaleur.
Cette unité, elle tourne avec 60% des flux en élevage. Et puis, comme je vous disais, des matières issues de la collecte, soit d'industrie agroalimentaire, soit de collecte de dérivés agricoles, comme des poussières de céréales ou autres. Bruit. Vas-y, Mathieu. Un projet donc d'injection de gaz, donc une extension en fait de l'unité avec de l'injection de gaz directement dans le réseau. Donc comme le disait Arnaud, ce projet va démarrer, ça va être mai-juin 2021. Enfin, l'injection réelle va démarrer, hein, puisque le projet est bien avancé. Et dans la continuité de ce projet, c'était la station BioGNV. En fait, pour moi, la station, c'est vraiment une continuité de la méthanisation. C'est aussi une exposition du travail qu'on peut réaliser. Hein. C'est vrai qu'on s'adresse souvent aux industriels, on va s'adresser aux collectivités, etc., dans la collecte qu'on peut faire, mais la méthanisation, elle est peu connue en dehors, ou mal connue, et ce qui peut créer d'ailleurs des fois des levées de boucliers. Pour moi, la station, c'est aussi une vitrine par rapport à tout ça, de montrer qu'on est capable de produire une énergie, et en fait, quand on vient distribuer de l'énergie au niveau de la mobilité, on est sur quelque chose de concret. Quand on dit qu'on produit du gaz ou de l'électricité, des fois, les gens ont plus de mal à s'imaginer que c'est le gaz qui va arriver dans leur gazinière, ou que c'est l'électricité qui va allumer les lumières chez eux. Là, vraiment, au niveau de la mobilité, ils se rendent compte que quand ils font le plein, ce carburant, il est produit vraiment localement. Pour moi, c'était vraiment la continuité, un peu comme un magasin à la ferme, ce qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui. C'était de pouvoir avancer et aller au bout de la chaîne. Alors, juste au passage, l'AMF, donc l'AMF, c'est l'Association des agriculteurs méthanisants de France, hein, dont je fais partie. Elle a donné comme ambition d'avoir 100 stations parmi ses membres d'ici 2024. Alors, des stations, soit stations à la ferme, donc vraiment le magasin à la ferme, donc en fait, c'est une petite station pour vraiment les locaux, soit des stations qui sont sur la voie publique. Donc, moi, c'est ce sur quoi je m'oriente plutôt. Donc, c'est des stations qui peuvent distribuer du carburant pour des professionnels, transporteurs, pour des collectivités ou autres. Donc là, sur le slide, on voit, c'est un peu ce qu'on a vu dans la première présentation, hein, c'est le positionnement de ce qu'il y avait comme station au niveau du territoire. Donc l'intérêt de la station aujourd'hui, pour les utilisateurs, donc ça va être l'intégration dans le projet local, l'économie circulaire, puisque on participe en consommant sur ces stations, on va participer à faire vivre à la fois, on va utiliser le déchet vraiment local, et on va participer à vraiment l'économie circulaire qui se crée, puisque nous, on collecte que sur le territoire normand, et on va rouler avec cette énergie. C'est un carburant propre, donc comme on l'a dit tout à l'heure, et renouvelable pour les véhicules. Un carburant qui est économiquement intéressant, on l'a vu aussi dans la première présentation. Et puis, au niveau des avantages, pour moi, c'est un avantage concurrentiel dans les appels d'offres, en tout cas aujourd'hui, par rapport justement à cette mise en avant de l'économie circulaire, tout ce qu'on peut créer comme emploi local, etc., autour de la station. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment l'économie circulaire, c'est le mot pour décrire tout ça, puisque on arrive vraiment à collecter des matières qui étaient à la base détruites en incinération ou autre, et on en fait de l'énergie pour pouvoir bouger sur le territoire. C'est là qu'on arrive à boucler la boucle. Voilà, globalement, moi, la petite présentation rapide pour pourquoi on en est arrivé à une station. Et ton projet, Mathieu, il est à plus ou moins long terme, tu sais réellement l'endroit précis où tu penses implanter la station par rapport à ton exploitation? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de tes démarches par rapport à ça? Donc dans la démarche, c'est vrai qu'on a commencé ça en 2019, fin 2019.
On était plutôt positionné sur une station proche de la ferme. C'est vrai qu'on s'est confronté à la problématique d'avoir assez de véhicules pour pouvoir rendre la station viable. Donc aujourd'hui, on a essayé de prendre le temps, et notamment grâce à votre étude également aussi, de voir quels seraient les endroits intéressants pour l'implantation de la station. Et donc j'y travaille toujours. Donc c'est un projet aujourd'hui qui est une volonté de faire le projet rapidement, mais qui se mûrit, disons, à une vitesse un petit peu plus lente, du fait de trouver le positionnement exact et le partenaire ou les partenaires qui veulent s'engager pour sécuriser le lancement de la station. Parce que je pense que ça reste, quand on veut faire une station sur la voie publique, ça reste une station qui doit se faire avec des multiples partenaires, que ce soit des collectivités ou des transporteurs. C'est pas une station qu'on peut faire forcément seul, parce que dans le fonctionnement de tous les jours, l'agriculteur, il est là pour apporter, le méthaniseur est là pour apporter la collecte locale, apporter son gaz, etc. Et à côté, les transporteurs et les collectivités, c'est eux qui vont avoir besoin de la station, qui vont faire tourner cette station. D'accord. On a deux questions. Il y avait une question par rapport tout à l'heure au découpage du prix que Luc montrait. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus, Mathieu. Est-ce que les prix qui étaient affichés sont des prix que l'on peut voir ailleurs, et sur quel, si c'est le cas, sur quel volume de gaz enlevé on peut atteindre des prix aussi compétitifs. Alors, je sais pas, la base, c'était peut-être le 1 euro, c'était peut-être une base pour montrer un petit peu la différence entre le gasoil et le GNV. Là, Luc va pouvoir peut-être aussi apporter sa pierre à l'édifice par rapport à la réponse de la question. Mathieu, tu commences ou... Bah, aujourd'hui, par rapport au prix, clairement, GNC peut se positionner de manière compétitive par rapport aux prix qui ont été montrés tout à l'heure. On est à peu près sur ces prix-là, surtout qu'il y a forcément des prix qui peuvent être préférentiels, comme ça se fait aujourd'hui sur le gasoil, quand on a des gens qui consomment beaucoup de carburant. Aujourd'hui, le bio-GNV, l'avantage qu'il peut avoir, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la production locale, etc. Donc on espère que par la suite également, il y aura aussi une incitation de conserver des taxes qui soient relativement intéressantes pour pouvoir continuer d'utiliser le GNV et surtout le bio-GNV à des valeurs qui restent stables. Ce que tu viens de dire répond aussi peut-être à la question qui a été posée par Pierre. Une autre question par rapport au monde agricole. Est-ce que le monde agricole pourra profiter du bio-GNV pour équiper sa flotte? Est-ce qu'il existe du matériel non rétrofité ou rétrofité en termes de tracteurs? Aujourd'hui, il existe. Alors, c'est Newland qui est le plus en avance, hein, qui a des tracteurs qui se développent. Ils mettent de plus en plus de tracteurs en démonstration. Il y en a quelques-uns là qui ont commencé à acheter des véhicules. Bon, c'est vraiment en rétrofit, ça se fait pas. Après, Newland, c'est vraiment ceux qui sont en avance, qui commencent à avoir des autonomies intéressantes. Après, il y a d'autres marques qui font. Valtra a commencé à travailler sur le sujet, il commence à présenter un modèle sur lequel ils ont pas fait des essais. Font aussi a commencé quelques modèles plutôt en Allemagne, qui ne sont pas commercialisés en France, mais on voit qu'il y a quand même une volonté d'avancer. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ok, merci. Désolé. De stations, quand on avance vers des stations à la ferme, ça peut être aussi une option hein, que d'avoir la station quand on l'a à proximité pour les tracteurs. Ça, si on veut l'utiliser dans un tracteur, il faut que la station, pour le coup, soit vraiment à côté de l'unité, à côté de l'exploitation. Ok, merci pour ton intervention. On va passer à Frédéric Pigassou, donc transporteur qui a déjà une
une grosse expérience en GNV. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre entreprise, pourquoi vous êtes passé au GNV, quels sont les points positifs, voilà, votre constat tout simplement sur ce carburant alternatif? Bonjour à tous. Pardon, donc je suis Frédéric Pigassou, je suis le président du groupe G7. Si vous pouvez passer les slides, Pauline, je suis preneur, histoire d'illustrer mes propos. Moi, techniquement, je suis transporteur depuis 98. J'ai créé ma première structure en 98 et j'avais à l'époque j'avais 23 ans, 22 ans, et cette structure a été créée. La première qu'on a créée, c'est la société Euro, qui est tout en haut, sur le second slide. Ensuite, on a créé au fur et à mesure du temps un certain nombre de structures. Et puis, la société Euro fait du transport urgent industriel qui donc se déplace à peu près partout en Europe. Et la société AOG fait du commissionnaire de transport, donc n'a pas de véhicule propre. Puis, on a créé une société qui s'appelle ARC, qui fait du transport d'œuvres d'art monumentales. Et puis, j'ai racheté en 2010, en fin 2010, une société qui s'appelait Urgence, qui fait du transport notamment de proximité, un métier qui s'appelle le local driver. On fait de la mise à disposition de véhicules avec chauffeur chez différents transporteurs. Et on fait vraiment la distribution au dernier kilomètre. On est en gros les leaders de la région Haute-Normandie, si elle existe encore. En 2015, je rencontre un monsieur qui s'appelle Clément Chandon, qui est en gros le monsieur gaz dans la société Iveco France, et qui me dit mais pourquoi vous ne souhaitez pas rouler au GNV? Et donc je lui ai expliqué qu'en gros moi le sens du GNV pour moi c'était de moins polluer, et que dans leur flotte il n'y avait pas de véhicules qui étaient à ma mesure, puisqu'on utilise principalement en ville des véhicules 12 tonnes pour faire la distribution en moyen lourd, et de ce fait il m'a dit, si je vous produisais un camion, est-ce que vous seriez preneur? Donc, on a pris le pari, c'est parti sur une parole complètement lancée en l'air, qu'il a attrapé. Et puis, quelques mois plus tard, ils sont revenus vers moi en me disant, voilà, on a créé un véhicule 12 tonnes qui pourrait correspondre à votre besoin. Est-ce que vous êtes toujours partant? Et puis, allié avec le groupe Martela, qui est un de mes fournisseurs, on s'est lancé dans l'histoire parce qu'on souhaitait vraiment modifier notre comportement écologique vers une transition énergétique. Et suite à ça, on a mis en route, en circulation sur notre parc, 17 véhicules 12 tonnes. Pourquoi 17 ? Parce que le GNV a un problème, c'est que aujourd'hui, c'est un moyen technique qui coûte cher à l'achat en termes de véhicules, et pour pouvoir obtenir des tarifs intéressants pour le gaz qui nous permettent de lisser notre TCO, notre coût d'exploitation, il fallait tout de suite consommer beaucoup de gaz. Et puis, le coup d'épée dans l'eau avec un véhicule, pour moi, n'avait pas trop de sens. Donc, le GNV étant une technologie qui est éprouvée, puisqu'elle a plus de 20 ans d'expérience, puisque les BOM roulent depuis très longtemps et beaucoup de bus roulaient déjà au gaz, il n'y avait pas vraiment de crainte par rapport à l'aspect technique. Pour moi, la seule crainte était la valeur de revente d'un véhicule. Donc, on est parti sur un business plan où, en gros, on a considéré que notre valeur de cession à fin de vie ou à fin de financement était de 0. Chose qu'on ne fait jamais dans notre métier, mais on a mis toutes les chances de notre côté pour qu'on puisse avoir un business plan fiable. Et voilà.
Donc, on est allé voir nos différents clients et puis on leur a proposé la solution. Mathieu disait tout à l'heure que par rapport aux appels d'offres, c'est un vrai avantage. C'est vrai que c'est un vrai avantage parce qu'effectivement, proposer une solution qui est verte, elle est vertueuse. Tout à l'heure, Mathieu disait qu'on était dans un cercle vertueux parce que de nos déchets, on fait rouler des véhicules. J'ai toujours comme image le film Le Retour vers le futur, quand le doc met une peau de banane dans sa voiture pour voler. C'est un peu ce qu'on fait en fait. Aujourd'hui, avec des résidus de nourriture, des carissages ou un certain nombre de choses qui de toute façon seraient des déchets qui se seraient dispersés dans l'air, on récupère ce gaz et on le met dans notre véhicule, ce qui fait que je trouve ça juste magique pour ma part. Donc, on s'est lancé dans l'histoire. Et puis, avec ça, on est allé voir nos clients et on leur a expliqué que ça coûterait un poil plus cher, mais que s'ils voulaient faire partie de l'aventure, on leur apportera une satisfaction à la fin, qui était de pouvoir communiquer sur la transition énergétique. Et puis, les différents partenaires que vous pouvez voir qui sont cités sur le slide font partie de l'aventure. Et au tout départ, on avait comme partenaire seulement Geodis, Daxer et Schenker. Et puis, des gens comme FedEx, UPS, Amazon et un certain nombre d'autres ont suivi parce que, en fait, pour ces gens-là, on a mis en place des véhicules légers. Alors, c'est du Ducato ou des 20 mètres cubes qui permettent d'aller livrer tous les centres-villes de notre région en dernier kilomètre en ayant un impact réel sur l'environnement. Et ça permet à nos différents partenaires de communiquer et à nous surtout d'avoir un impact qui est quasi de zéro quand on utilise du bio-GNV sur l'environnement. Et ça, pour moi, c'est dans mon esprit de cession. Il y a un grand homme qui disait qu'en fait, on n'est pas propriétaire de notre planète, on a juste à la transmettre, en fait. Donc, charge à nous de la transmettre dans les meilleures conditions. Donc, c'est ce que j'essaye de faire par le biais du bio-GNV. Ensuite, on a développé notre offre sur la société Euro parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec un véhicule 19 tonnes, on a réussi à faire 1550 km, 1650 km, pardon. Et de ce fait, on s'est dit que pour nos clients industriels ou pharmaceutiques ou tout autre, il était intéressant de leur proposer une solution GNV parce que on a de plus en plus de stations. Pour autant, c'est un système économique qui est fragile parce que on dépend beaucoup de la volumétrie de ce qu'on consomme. C'est-à-dire que le prix du gaz, Mathieu le disait tout à l'heure, plus vous consommez de gaz et plus le prix du gaz est peu cher. Ce qui, en gros, veut dire que vous êtes obligé de consommer auprès de chez vous parce que si vous ne faites pas partie d'un réseau national, la tarification que vous pouvez avoir est forcément plus près d'1 euro que des 0,69 comme il a été affiché tout à l'heure par Luc. Donc, là, on est vraiment sur une typologie de véhicule où on fait pas de la com, mais on a souhaité mettre en place ce véhicule-là, ce 19 tonnes bâché, pour l'empreinte de la société Euro. Ensuite, on a mis en place avec la société Carrier auprès de la société ULS des véhicules frigorifiques. À savoir qu'aujourd'hui, un véhicule frigo, qu'il soit porteur ou semi-remorque, c'est un véhicule qui fait énormément de bruit. Et la solution du GNV, du coup, comme on fait 50% de bruit qu'un véhicule diesel, et les groupes frigo sur les SMI ne sont pas à part, ça fait un bruit pas possible. Il nous est paru complètement évident que de tester cette technologie. Donc, on a été les premiers en France à mettre sur la route deux porteurs 19 tonnes qui font de la distribution en ville de restaurants, alors,
sous Covid, c'est un peu compliqué en ce moment, mais des distributions de chaînes de restaurants ou de magasins en centre-ville, et auquel cas, le fait de diminuer notre impact de 50% de bruit quand on livre le matin à 6h ou 7h notre marchandise, ça a un réel sens, au-delà du confort du conducteur, pour l'environnement proche des magasins, ça a un vrai impact. Le diesel, aujourd'hui, ce qu'on appelle le rouge dans notre métier, que ce soit pour les agriculteurs ou pour les transporteurs, finira par être taxé parce qu'aujourd'hui, c'est une manne pour l'État qui ne le touche pas. Bien évidemment, la solution du GNV est forcément intéressante à ce niveau. Donc, à deux titres, le véhicule frigorifique a un sens. Ensuite, on a développé notre axe sur la société ULS Line, qui est une société qui fait ce qu'on appelle dans notre métier du line haul. C'est en fait une société où on fait des tractions entre des sites d'intégrateurs type Chronopost, type UPS, et auquel cas on roule toutes les nuits entre des sites bien définis. On fait un trajet d'un point A à un point B, et du point B on revient au point A, chargé dans les deux sens, et auquel cas on a réussi à mettre une ligne en place entre Rouen et Nantes avec un véhicule de chaque côté où on a un échange de conducteurs avec un relais à Rennes sur lequel on fait le plein dans les deux sens afin de sécuriser la ligne, et on a réussi à mettre ça en place sur la société ULS Line. Et puis on est en cours de développement sur des véhicules 19 tonnes qui sont aujourd'hui pareil en train routier, donc en swap, mais un peu plus compliqué parce que la hauteur de caisse des véhicules fait que la gestion des racks de bouteilles GNV est un peu plus compliquée à gérer, et auquel cas on n'a pas une autonomie suffisante pour pouvoir travailler sur ce type de véhicule. Voilà. Ensuite, on a fait l'acquisition d'une nouvelle structure qui s'appelle Presta Service en octobre dernier. C'est un endroit où je me trouve aujourd'hui, où on fait, vous pouvez le voir derrière moi, du stockage de mobilier, donc que ce soit pour le particulier, pour les collectivités, pour les administrations. Et de la même manière, on a aujourd'hui une flotte de 20 mètres cubes, et on vient d'investir dans un 12 tonnes GNV, bien évidemment, pour la livraison en ville, puisqu'on distribue que du centre-ville ou de la ville proche. Et on est en étude sur des 20 mètres cubes pour faire la distribution sur cette structure-là pour un marchand de e-commerce en double équipage, pour faire de la livraison de mobilier sur le e-commerce. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la solution GNV, elle fonctionne. On a 50 véhicules aujourd'hui qui fonctionnent au GNV chez nous, que ce soit de la petite voiture pour nos exploitants. Alors on a des Fiat Punto chez nous qui roulent au GNV, en passant par le 3 tonnes 5, puis le 12 tonnes, puis le 19 tonnes, le 26 tonnes, le 19 tonnes frigorifique, les 26 tonnes en swap, et puis les 44 tonnes, bien évidemment, hein, donc des tracteurs qui offrent une autonomie d'environ 600 km. On a réussi en fait à développer sur toute la gamme, et c'est en ça qu'on est les seuls transporteurs français à faire ça en France, bien évidemment. C'est qu'on a adapté le GNV à toute typologie de véhicules, voire même de trafic, lorsque les stations en France seront soit beaucoup plus développées ou la tarification aura notamment baissé pour qu'on puisse absorber aujourd'hui le surcoût d'un achat d'un véhicule, puisqu'on disait en préambule que de toute façon sur un véhicule léger, effectivement, il n'y a pas réellement de surcoût. Par contre, dès qu'on est sur des poids lourds, on va de l'ordre de 25 à voire 40% pour certains véhicules quand ils sont très spécifiques, type les véhicules 19 tonnes frigorifiques. Pour vous donner un ordre d'idée, on mange à peu près 2 tonnes de carburant chaque jour, et enfin du moins de gaz GNV, soit l'année dernière en 2020 c'était 480 tonnes. On est un peu au-delà cette année, on sera au-delà forcément cette année, puisqu'on a eu un effet Covid dans notre métier sur le premier confinement, qu'on n'aura pas très certainement sur 2021 si ça continue ainsi. Et donc je vous ai mis juste quelques chiffres. Donc 480 tonnes de gaz, c'est l'équivalent de 480 000 litres de gasoil, comme on disait tout à l'heure,
on est sur du 1 pour 1, donc 1 kg de gaz, c'est 1 litre de pétrole, de gasoil, qu'on a donc du coup pas brûlé et dispersé dans l'air, soit environ 1 500 000 km, hein, c'est un peu plus parce que je suis parti sur une base de consommation de 30 litres, alors qu'en vrai, on a beaucoup de véhicules légers qui roulent, on en a une quinzaine, donc c'est pas du tout ça, on a fait bien plus de kilomètres que ça, mais voilà, c'est 50% de bruit en plus, pardon, si on avait roulé au gasoil, c'est 90% de particules fines en plus si on avait roulé au gasoil, et c'est 30 à 70% d'oxyde d'azote NOx en plus si on avait roulé au gasoil. C'est un bilan qui est franchement positif, parce que à tout point de vue, on est gagnant. Notre conducteur a la fierté de rouler dans un véhicule vert. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu, on a une charte graphique pour nos véhicules GNV qui est un peu différente de nos véhicules diesel. On y met en général un gros logo G7 à l'avant vert sur les cabines pour les porteurs, poids lourds. On communique sur le GNV sur tous les véhicules légers. On essaye le plus possible d'être inventif pour que les gens puissent voir qu'on roule au GNV partout dans l'agglomération. Donc on a un impact sur le conducteur qui est forcément plus heureux de rouler dans un véhicule GNV parce que il fait 50% de bruit en moins, parce que quand il fait le plein à la station, ça lui prend pas plus de temps que de faire un plein de gasoil, parce que quand il fait le plein de GNV, ça sent pas le gasoil. Le risque, et pour l'avoir vécu, un chauffeur qui oublie de raccrocher le pistolet quand il part de la station, il arrache le câble de la station, il ne se passe rien parce que le câble est arraché, donc il y a une sécurité qui fait que le gaz ne s'échappe pas. Le point éclair du gaz quasiment n'existe pas, ça veut dire que ça ne peut pas exploser. Je parle bien entendu du GNC et pas du GNL. Un détail qui est ultra important dans notre métier, dans le transport routier de marchandises, c'est que le premier chauffeur qui va me voler du gaz, il n'est pas né. Et c'est pour nous un chiffre qui est difficilement quantifiable, mais on sait qu'en gros, suivant les entreprises, c'est entre 1 et 10% de perte de pétrole par an. Je vous laisse faire le calcul pour 10% de 480 millilitres de pétrole, ce que ça représente en termes d'argent. Et c'est qu'une part de ma consommation. Pour moi, le pétrole, comme beaucoup de transporteurs, c'est mon deuxième budget après la masse salariale. Donc, il y a une réelle économie. Elle n'est pas quantifiable, mais on peut l'estimer. Soit 5% de votre consommation si vous l'aviez consommé en diesel. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à dire sur l'aspect technique des véhicules. On a essuyé les plâtres au début des 12 tonnes parce qu'on était les premiers à les avoir mis en service. Donc, il y a eu quelques couacs au début, mais en toute vérité, aujourd'hui, un véhicule gaz est tout aussi fiable, si ce n'est plus fiable qu'un véhicule diesel, parce qu'aujourd'hui, les véhicules diesel, tout du moins sur les véhicules poids lourds, mais même sur les voitures aujourd'hui, en norme Euro 6, ce sont juste des usines à gaz sans faire de jeu de mots, tellement c'est complexe pour arriver à ne pas polluer, alors qu'un véhicule GNV, c'est ni plus ni moins un système de véhicule essence. Donc c'est vieux comme pas possible en termes de technologie. Et pour preuve, nos véhicules Fiat Ducato aujourd'hui roulent au GNV, mais en cas de panne de gaz, on a un réservoir de secours où le véhicule roule aussi à l'essence et a une autonomie je crois que c'est 10 ou 15 litres dans un Ducato, qui permet en cas de panne de passer sur l'essence et du coup de rentrer ou d'aller jusqu'à la station la plus proche pour pouvoir être sécurisé. Donc on est sur une technologie qui est somme toute très fiable, qui a de l'antériorité, un historique. Il est vrai que ça nécessite un entretien plus régulier que le diesel, mais je pense que, in fine, à terme, c'est quelque chose qui se lisse dans le temps pour plein de raisons. Quand on est transporteur, on sait que on rencontre en fait des pannes diesel au bout de 2-3 ans qu'on n'a encore pas rencontrées sur le gaz.
Et j'ai une expérience, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 2016, donc on est en 2021, donc les plus vieux de mes véhicules ont 5 ans aujourd'hui. Ils sont financés sur entre 60 mois, donc on arrive au terme des premiers véhicules qui sont en financement d'ici le mois de juin, et puis pour d'autres qui vont jusqu'à 84 mois. Donc voilà, on commence à avoir un peu de recul sur l'histoire, et c'est un vrai plus. Après, l'idée de consommer du bio-GNV, il faut penser que c'est un surcoût qui aujourd'hui encore est important. Mais voilà, ça permet d'acheter des certificats qui effectivement valident la démarche de Mathieu Deschamps sur la méthanisation des fermes, et puis à terme de pouvoir devenir complètement indépendant et plus d'utiliser de gaz entre guillemets fossile. Voilà, c'est une vraie solution. Il y a quelque chose, elle est viable, pérenne. Alors, elle enchantera pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui ne seront pas pour, mais ça fonctionne. J'en suis le témoin. Merci beaucoup. Petite question peut-être pour vous parliez d'arriver à terme de vos véhicules de location qui ont 5 ans. Est-ce qu'il existe pour les véhicules que vous avez en propriété, si vous en avez, un marché de la revente ou pas? Alors, pour être tout à fait franc, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore validé. Les véhicules que l'on a aujourd'hui sur cette durée de 5 ans, c'est des véhicules qui sont des 12 tonnes et qui ont en gros, en moyenne, entre 150 et 180 000 km. Et bien évidemment, à 150 000 km, un véhicule, il est loin d'être décédé. Donc, on avait financé sur 5 ans parce que on espérait, en toute franchise, on avait quand même une crainte sur la fragilité du véhicule ou sur la durabilité du véhicule. Et auquel cas, comme je vous le disais juste avant, on ne se pose pas cette question, puisque les véhicules sont tous dans un état juste incroyable, et en termes de mécanique sont ultra fiables. Donc, on ne va pas les changer. Donc, je ne me suis pas encore posé la question sur la partie poids lourd. Par contre, sur la véhicule, je sais que pour l'instant, on n'a pas de débouché. Et comme je vous le disais, on a une sortie de toute façon qui pour nous est à 0. Donc, de toute façon, dans notre business plan, aujourd'hui, dans le pire des cas, je vais gagner de l'argent. Somme toute très peu si j'arrive pas à sortir mes véhicules, mais je le ferai. Après, je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de volume chez Iveco pour que, à un moment donné, je puisse dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais le gaz, voilà, il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que, enfin, qu'on s'entende, parce que je ne peux pas me dire que je ne vais pas gagner d'argent ou que je vais en perdre même. Donc voilà, on arrivera toujours à trouver une solution. Sur la partie véhicules légers, il semblerait qu'il y ait une émergence sur le bassin parisien pour des rachats de véhicules d'occasion. Pour ma part, on est déjà à la deuxième génération de véhicules légers sur les Ducato, puisqu'on les finance, nous, sur 36 mois. Et Fiat, notre partenaire Normandie Distribution, nous a déjà repris 8 véhicules et les a ressortis. J'ai vendu un de mes véhicules à la société Binapi, qui est une start-up que vous connaissez peut-être, à une demoiselle qui s'appelle Mademoiselle Maëlys de Witt, qui doit être peut-être là d'ailleurs, avec qui on a eu des déboires au début, parce que j'ai eu un problème de carte grise dans la session, et c'était un sujet ultra compliqué, mais qui m'a recontacté il n'y a pas très longtemps. Et si elle m'entend, j'ai vu passer son mail, mais je suis un peu débordé en ce moment. Voilà, on lui avait vendu un véhicule au même prix que je cédais un véhicule diesel après 24 mois d'utilisation. Donc, ISO, et c'est le prix que je les avais vendus à Fiat aussi, quand ils me les ont repris. Donc, je n'ai pas perdu d'argent sur ces véhicules-là, j'en ai même un peu gagné. Donc, voilà, il y a une débouchée. Il y a, je pense, des débouchés, et comme le disait, je crois que c'est Luc tout à l'heure, Budin, le marché italien est mature sur
le véhicule GNV, le gaz pour eux est une vraie solution. Il y a des stations gaz partout en Italie. Donc, je pense que si je devais me pencher sur le problème, je me pencherais peut-être sur un export sur l'Italie plutôt que d'essayer de vendre ça en France. Ok, très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Ça doit être même rassurant pour ceux qui se lancent dans l'aventure GNV. C'est notamment le cas de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, hein, qui a fait un pari et un choix fort pour le GNV. On va donc donner la parole à monsieur Besnéard maintenant, qui va bonjour à nous tous. expliquer un petit peu le choix de Caen-la-Mer de passer au GNV pour la totalité de sa flotte de bus. Je vous laisse la parole. Merci, donc Benoît Beneur, je suis responsable du service transport public à la direction de transport de Caen-la-Mer. Et effectivement, voilà, on est dans plus qu'un projet, hein, c'est une opération lancée de transition vers le biogaz de notre flotte. Donc, pour quelques rappels en éléments de contexte, le réseau Twisto, donc bus et tram de Caen-la-Mer est exploité par Keolis. Aujourd'hui, on a 200 autobus diesel qui fonctionnent sur le réseau et on a un plan de renouvellement de 3 millions d'euros par an, ce qui fait une dizaine de véhicules. Donc bon, évidemment, la collectivité s'est posé des questions dans le cadre de la loi de transition énergétique. Après, il est apparu que le seuil des 250 000 habitants était plutôt à prendre au sens INSEE et non au sens PCI. Donc on était moins contraints, mais les élus ont souhaité aller plus loin que la loi. Et donc être très ambitieux sur l'objectif de transition et de renouvellement de la flotte de véhicules. Si vous pouvez passer la suivante, voilà. Donc, ce qui a amené les élus à prendre la décision du biogaz, du gaz et plus spécifiquement du biogaz. Donc il y a plusieurs raisons, hein. On en a déjà parlé dans les interventions précédentes, mais c'est la baisse des émissions polluantes, bien évidemment, c'est la base. Après, pourquoi cette technologie-là par rapport à une autre? On crache pas sur l'avenir, hein. Aujourd'hui, c'est une décision. Après, les technologies évoluent et on reste ouvert à toutes les solutions. Après, vraiment, ce qui nous a fait prendre cette décision et ce qui a fait basculer les élus, c'est la fiabilité technologique. C'est une technologie éprouvée, c'est des moteurs thermiques qu'on connaît. Voilà, ce qui amène aussi des coûts d'investissement bus très maîtrisés. Aujourd'hui, là, on vient d'avoir les devis pour notre première série de véhicules. On est à peine 10% de surcoût par rapport aux commandes supplémentaires. Voilà, aussi les questions d'autonomie qui sont adaptables aux besoins d'exploitation, c'était une des problématiques de l'électricité, hein. Aujourd'hui, on a des lignes qui font plus de 300 km par jour. Clairement, avec en électrique, aujourd'hui, c'est pas faisable. Et puis, l'absence de pollution déportée également, contrairement à l'électricité aujourd'hui, que ce soit sur les batteries recyclées ou sur la production d'énergie. Donc voilà, comme ça a été dit en introduction, nous, notre vision, c'est que même s'il reste un peu d'émissions, en termes environnementaux global, du puits à la roue, je dirais, c'est ce qui nous semblait le plus favorable et avec une fiabilité technologique. Donc, en termes d'image, ça paraît peut-être moins moderne que l'électricité et encore plus que l'hydrogène, mais ça nous paraissait être aujourd'hui techniquement la meilleure solution. Et en plus, il y a une usine de méthanisation qui est en cours sur le territoire de Caen-la-Mer, portée par la communauté urbaine. Donc ça permet d'afficher une notion de filière locale sur le biogaz. Donc, une fois que cette technologie-là a été choisie, il y a une volonté assez ambitieuse de renouveler l'intégralité du parc d'ici à 2029. Donc, en 8 ans, nos 200 véhicules, et avec la création d'une station d'avitaillement sur le dépôt Twisto de la Sphère à Hérouville-Saint-Clair, hein, d'ici à fin 2022. Donc, plan de renouvellement des véhicules qu'on a prévu, hein, je vais aller rapidement, hein, mais les grandes lignes, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est à 3 millions d'euros par an. On passe en 2021 et 2022 à 8 millions d'euros par an. Donc, on multiplie presque par 3 l'investissement de la collectivité sur le plan de renouvellement des véhicules pour vraiment aller vite. Aujourd'hui, nous, la consigne qu'on a eue, c'est
depuis l'année dernière, plus aucune acquisition de véhicules diesel. Donc, fort investissement qui permettra d'ici à 2029 d'avoir tous nos véhicules au biogaz. Voilà, les tableaux détaillent l'évolution par type de véhicule, mais l'idée, c'est que évidemment les véhicules les plus anciens ressortent ce qui était prévu dans le plan de renouvellement. Et à partir de 2026, la problématique va un peu changer parce que on va remplacer des véhicules qui ne seront pas arrivés en fin de vie, vu qu'on sera en renouvellement anticipé. Donc là se posera la question a priori de la revente, mais sur un marché qui risque d'être un peu saturé de la revente des véhicules diesel, ou des rétrofits en fonction de l'évolution de la technologie d'ici là. Donc la station d'avitaillement, pardon, j'ai un appel en même temps. La station d'avitaillement, elle sera positionnée sur le dépôt de, je ne sais pas si les différentes personnes connaissent le secteur, mais en Aéroville-Saint-Clair, juste à côté du CHU, du site de reconstruction en cours du CHU. Voilà, c'est le dépôt qui est propriété de la collectivité, mis à disposition de l'exploitant, et donc on va construire une station en angle. On avait donc l'ancien système TVR, donc le tramway sur pneus qui a été exploité jusqu'en 2018, qui était sur ce dépôt-là. Avec l'arrivée du tramway, on a créé un nouveau centre de maintenance au sud de la collectivité, ce qui fait qu'on a du foncier disponible sur ce dépôt et qu'on va pouvoir installer la station. On est parti sur un marché public global de performance, donc conception, réalisation, maintenance, exploitation. L'appel d'offres a été lancé la semaine dernière, donc c'est tout récent. Voilà, l'idée c'est d'avoir le même prestataire pour l'intégralité du suivi de cette station, de la conception jusqu'à l'exploitation sur un marché de 9 ans. Comment on va fonctionner? Ça a été un peu évoqué en termes de charge, entre charge rapide et charge lente. Donc là, la photo, c'est un exemple d'Angers. Angers a un projet assez proche du nôtre, avec une petite année d'avance, mais c'est leur projet assez similaire. Donc nous, on va combiner charge lente et charge rapide. On aura 178 places équipées en charge lente, donc avec des portiques sur l'ensemble des travées du dépôt. Et quand même une piste de charge rapide avec deux objectifs. D'une part, s'il y a eu un problème sur la charge lente la nuit, de pouvoir mettre en exploitation les véhicules quand même le matin, parce qu'on a besoin de quasiment l'intégralité du parc pour exploiter en heure de pointe. Donc la charge rapide pourra servir à ça. Et elle servira aussi pour des dépôts secondaires. On a 3 dépôts annexes sur le territoire où les bus stationnent la nuit, donc où les véhicules, donc ces dépôts-là ne seront pas, pour l'instant, pas équipés en charge gaz, donc ils passeront sur le dépôt principal en fin de service le soir pour se recharger sur la charge rapide. Alors, concernant l'ouverture à d'autres véhicules, on s'est posé la question. On n'a pas retenu le fait que cette station soit ouverte au public pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait des questions juridiques d'une station qui soit en partie pour l'exploitant Keolis, sur le dépôt Keolis, mais ouvert à d'autres publics. C'était pas infaisable, mais c'était assez complexe et ça ouvrait à des difficultés. Le deuxième questionnement, ça a été par rapport à l'appel d'air que ça aurait pu amener de véhicules et notamment de poids lourds sur la zone de la sphère qui est déjà assez saturée en termes de circulation, encore plus avec les travaux de reconstruction du CHU dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pas forcément la volonté de ramener encore plus de circulation sur ce secteur. Et la décision finale a été amenée pour des raisons plus clairement techniques. C'est du fait de la nécessité d'un bouton d'arrêt d'urgence de la station qui est commun à l'ensemble de la station. Et à partir du moment où on ouvrait au public, ça veut dire que ce bouton d'arrêt d'urgence était quelque part à la disposition de toute personne malveillante, et que si on se retrouve avec un arrêt d'urgence tous les soirs sur nos charges bus, ça va être assez compliqué à exploiter. Et donc on a renoncé à avoir une station publique, sachant qu'en parallèle, on est au courant qu'il y a des différents transporteurs privés qui ont des projets de stations sur le territoire ou assez proches. Voilà. Par contre, ce qu'on a
ce qu'on a en tête à moyen terme, c'est qu'on a un petit peu de marge sur la capacité de notre station. Donc, on pourra éventuellement recharger quelques véhicules de Camp-la-Mer, des véhicules légers de type camionnette, en conventionnement direct avec l'exploitant du site Keolis. Voilà, donc ça sera possible, mais pas sur le grand public. Et puis, pour l'avenir, on réfléchit aussi à équiper les portiques de Chargeland de panneaux photovoltaïques. Dans le cadre du schéma directeur d'énergie globale de Camp-la-Mer, il a été identifié ce site-là comme un des principaux fonciers pouvant accueillir du photovoltaïque. Au début, on s'était posé la question d'équiper directement les portiques de ces panneaux. Après, c'était assez compliqué parce que les prestataires ne sont pas du tout les mêmes et on avait vraiment des risques juridiques sur le marché, donc on a préféré scinder les deux projets, mais on va prédimensionner les portiques à la fois en termes de capacité de portance et de fourreau pour avoir dans un second temps qui servent d'équipement pour installer des panneaux photovoltaïques et du coup avoir une vision énergie globale. C'est l'exemple d'Angoulême sur la photo qui a fait ça sur son dépôt bus. Et donc le calendrier, hein, donc depuis le mois de septembre, on a un AMO qui nous aide sur le projet, qui est la société SPMO. Là, on est en train, c'est une question de jour, de commander les 25 premiers véhicules et ça avance vite parce que déjà, ce n'est plus 25, mais 50 qu'on va commander. On va commander dès maintenant les 2 premières années de véhicules. Donc, on va avoir 50 véhicules gaz qui vont arriver d'ici à la fin de l'année 2021. Qui pourront être exploités dès la fin de l'année. En fait, donc la station arrive un an plus tard, hein, comme je le disais au début. Donc, ce qu'on va faire au début pour pouvoir exploiter nos bus, c'est que sur la partie avitaillement, notre exploitant Keolis va installer sur le site une station légère amovible qui va permettre de faire le tampon sur l'année avant la livraison de la station définitive. Et ce qui est sur la maintenance des véhicules, parce qu'on est obligé de faire toute une série de mises aux normes des ateliers de maintenance des bus en termes de détection de gaz, de ventilation automatique, de mise aux normes électricité. Dans l'attente, les constructeurs de bus nous proposent des contrats de type full maintenance. Ça veut dire que c'est eux qui prennent en charge la maintenance dans leurs ateliers qui sont équipés pour le gaz. Donc voilà, dans à peu près un an, on devrait commencer les travaux de la station définitive et à l'automne 2022, tout devrait être terminé. Donc on aura une 50aine de véhicules en première phase, donc des autobus de type standard et la station avec les premières travées de charge lente et les ateliers mis aux normes. Voilà les grandes lignes de notre projet. Et juste en complément, c'est un projet qui rentre dans des différents plans de relance. On est en contact à la fois avec l'État, avec la région, avec l'Europe sur des possibilités de subventions assez forts sur ce type de projet. Et évidemment, on est en contact avec GRDF sur tout ce qui est raccordement et pour amener la haute pression sur le site. On avait un poste pas loin, donc c'était pas très compliqué, mais on est en train de voir tout cela. Très bien. Une dernière question concernant justement l'approvisionnement en gaz et la fourniture. Vous disiez que vous aviez un projet de méthanisation, je crois, sur la station d'épuration de la collectivité. Par rapport aux modalités de récupération des garanties d'origine, comment vous avez envisagé cette possibilité Alors, c'est pas mon service qui suit directement le projet de l'usine de méthanisation, mais on est évidemment en contact pour avoir une vision globale. Ce qui est prévu dans l'usine de méthanisation, c'est qu'il y ait un pourcentage de ce qui est produit qui soit réservé en certificat d'origine. Mais ce qu'on est en train d'étudier, c'est que depuis le mois de novembre, il y a une nouvelle loi qui restreint les possibilités de territorialiser les certificats d'origine. Donc, on est en train de creuser cette question-là parce que le contrat de la station de méthanisation a été signé avant cette loi, donc on ne sait pas si c'est rétroactif par rapport aux achats. Voilà. Donc, la volonté, c'est bien de récupérer des certificats d'origine par rapport à cette station-là, et c'est prévu dans la production d'énergie, mais il y a un petit sujet juridique qu'on est en train de creuser. Ok. Écoutez, très très bel exemple d'économie circulaire, de rouler au gaz cané finalement. Hein, c'est ça.
Vraiment très sympa. On arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous les intervenants. C'était vraiment très intéressant. Ces slides seront à disposition des participants. Les deuxièmes rencontres de la méthanisation régionale Normandie continuent. Demain, vous aurez un webinaire sur tout ce qui est biodéchets, justement, avec la participation de Maëlys Lassaradowitt, qui fait partie de la société Binapi, dont parlait tout à l'heure M. Pigassou, et qui font leur collecte en véhicule GNV. Et donc, voilà, ça se termine. Les équipes de GRDF sont à votre disposition si vous avez besoin de renseignements, notamment les délégués territoriaux pour les collectivités locales et puis pour les entreprises et les équipes donc de Luc Budin le sont également. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.